Bonjour à tous, donc Monsieur le député, Monsieur le maire et tous les représentants de la forêt, du monde du bois, que je connais bien depuis quelques années. C'est un plaisir d'être là, ça a été beaucoup reporté. Merci à Nicolas qui a eu la persévérance d'organiser, puis à Stéphane Gaillet que je connais depuis longtemps, qui est un éminent médecin du CHU de Strasbourg et qui est très motivé sur cette histoire de maladie de Lyme. Donc, juste parce que Nicolas me demandait de dire les fonctions que j'avais eues, moi j'étais chef de service clinicien, mais pendant 15 ans à mi-temps, j'ai travaillé pour le ministère de la Santé, j'étais président de toutes les grandes commissions de maladies infectieuses pour pour gérer les crises sanitaires, notamment les épidémies, j'étais président du groupe pour la politique vaccinale. J'ai même été vice-président à l'OMS pour toute l'Europe pour les vaccins. Donc, quand quelquefois on m'accuse d'être anti-vaccinal, il faut qu'ils aillent réviser leur copie. Voilà. Alors, ce Lyme, ça fait plus de 30 ans que ça dure. C'est une histoire purement militaire. Le Lyme n'a pas le droit d'exister pour protéger l'armée américaine, qui a hérité ça de l'armée allemande, de l'armée japonaise pendant la guerre. Tout le monde le sait. Il y a des livres qui ont été publiés avec toutes les preuves que la bactérie a été modifiée, les tiques ont été modifiés pour raisons militaires et qu'il y a une corruption gigantesque dans le monde entier pour dire que le Lyme n'a pas le droit d'exister. Donc on a mis au point des tests sérologiques qui dépistent personne. On a dit qu'en 15 jours, tout le monde était guéri. Les plus grands journaux médicaux, maintenant on sait que le Lancet, les plus grands, comme le New England Journal of Medicine, sont capables d'écrire des articles sous influence financière. On l'a vu avec le Covid, des études frauduleuses. Le Lyme, c'est pareil. Moi, je connaissais tout ça par cœur depuis des décennies. Pour ça, quand le Covid est arrivé, c'est pareil, c'est une maladie de politique, de corruption. Je ne rentrerai pas dans le Covid aujourd'hui, mais c'est exactement le même scénario. Là, au contraire, on a fait des PCR qui sont positifs de façon éhontée, qui dépistent des gens en pleine forme qui ont le Covid. On crée des épidémies artificielles. Le Covid est une maladie très bénigne, 0,03% de mortalité chez les gens très à risque. Et ça fait 2 ans qu'on vous confine avec des masques. C'est un grand scandale qui est en train d'éclater. Bon, voilà. Je reviens à mon Lyme. Il fallait que je le dise quand même. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle en jargon médical la spiroquette. Spiro, ça veut dire en spirale. C'est ces petites bactéries spiralées. Donc ça, c'est la Borrelia, qui est la bactérie, qui est l'agent de la maladie de Lyme. Alors, elle peut courir très vite quand elle est en forme active. Elle va diffuser dans tous vos tissus, du système nerveux au doigt de pied, par le cœur et tous les organes. Et puis, de temps en temps, quand elle est agressée, elle va se planquer. Elle va se mettre comme un sous-marin qui éteint les moteurs et qui se planque. Elle va se mettre sous forme arrondie dans vos tissus. Elle va plus être repérée ni par le système immunitaire, ni par les antibiotiques. Et puis après, elle va se réveiller par cycle. Alors, ce qui est important, c'est essentiellement la piqûre de tique qui est responsable de la transmission. Il y a des piqûres quelquefois de thon, d'autres petites bestioles, mais c'est surtout la tique. Alors moi, j'étais ahuri l'autre jour quand j'ai vu les nouvelles recommandations de la Haute Autorité de Santé. Avant, je participais au groupe de travail, puis ils m'ont viré parce que je suis un charlatan, c'est bien connu. Et les nouvelles recommandations qui sont sorties disent aux médecins généralistes, vous ne soignez que si y a une piqûre de tique certaine, un érythème migrant. Et c'est des grands scientifiques qui ont écrit ça. Mais ils lisent même pas les publications scientifiques. Le souvenir d'une piqûre de tique, c'est un quart des cas. Ça veut dire que même si vous n'avez aucun souvenir d'avoir été piqué par une tique, vous pouvez avoir une maladie de Lyme parce qu'il y a des bébés tiques qui peuvent piquer dans les cheveux, dans le dos, vous ne voyez pas. Et l'érythème migrant, qui est cette plaque arrondie, alors il s'appelle migrant, c'est pas qu'il migre, le terme n'est pas très exact, il a été appelé comme ça, c'est plutôt une auréole qui s'élargit progressivement, plus foncée en périphérie, mais c'est présent que dans la moitié des cas. Quand vous voyez maintenant, on dit aux médecins, si vous traitez une piqûre de tique, s'il n'y a pas d'érythème migrant, ça ne peut pas être un Lyme, c'est une hérésie scientifique. En ce moment, il n'y a que les hérésies scientifiques colportées par les autorités dans ces maladies infectieuses. Alors, vous voyez que les larves et les nymphes passent inaperçues 3 fois sur 4 parce qu'une tique, vous avez déjà vu des grosses tiques gorgées qui font 1 centimètre de diamètre, mais les larves, ça fait 1 millimètre ou 2, les nymphes, ça fait quelques millimètres, vous les voyez à peine, hein, donc ça passe totalement inaperçu. Alors on dit oui, le Lyme, c'est que les forêts, c'est vrai que les forêts, c'est le lieu privilégié, mais c'est aussi tous les parcs, surtout quand il y a des hautes herbes, donc c'est pas qu'en forêt. Attendez, pardon, j'étais dans le mauvais sens.
Alors, quand on dit que je dis n'importe quoi, moi, je regarde toujours les publications scientifiques parce que il y a des grands experts infectiologues qui vous disent, comme à Strasbourg, s'il n'y a pas la piqûre de tique, l'érythème migrant, c'est pas possible que ce soit un Lyme. Ils vous envoient en psychiatrie tout de suite. Et pourtant, il y a des publications récentes qui montrent que seulement 16% des patients se souviennent de la piqûre de tique. Et chez l'enfant, qui ont un peu moins l'Alzheimer que leurs parents, c'est 18,5%. Donc vous voyez que quand on vous dit que c'est 100% des gens qui doivent avoir la piqûre de tique prouvée, je ne sais pas comment on peut prouver à chaque fois une piqûre de tique qui vous a piqué dans l'arrêt des fesses, qui s'est décrochée toute seule au bout de 3 jours et que personne n'a été regardé dans ce coin-là. Alors voilà l'érythème migrant, quelques exemples. Alors ça, c'est parce que les tiques, quelquefois, ils aiment bien se mettre dans le nombril, elles sont chauds. Ça peut être derrière, pas n'importe où. Alors, quelquefois, ça a un aspect un peu en bourrelet. D'habitude, c'est plan, mais il y a des formes très atypiques. Alors, quand vous avez un érythème migrant comme ça, vous êtes allé dans la nature, et puis vous allez voir votre médecin, il vous dit, mais non, ben ça c'est rien, c'est une plaque d'eczéma, et souvent, les médecins, manipulés par les sociétés savantes et les autorités, qui veulent pas que le Lyme existe, disent non, faut pas traiter, faut faire une sérologie. Et ça, c'est encore une erreur scientifique majeure, et c'est reconnu en plus dans toutes les publications scientifiques mondiales, c'est qu'à ce stade, la sérologie est, comme plus de 80% des cas, négative, parce que les anticorps n'ont pas eu le temps d'apparaître. La sérologie, c'est la recherche des anticorps dans le sang pour voir si votre organisme a fabriqué des anticorps contre la bactérie. Normalement, dans toutes les recommandations, on voit un érythème migrant, on traite. Le médecin est tenu de traiter. Si un médecin vous traite pas, vous prenez en photo, vous allez voir un avocat, faites un constat d'huissier et vous portez plainte. Non mais il faut arrêter, hein, parce qu'il y en a marre. Alors ça, c'est pareil, si vous croisez quelqu'un dans la rue qui a une petite boule rouge comme ça sur l'oreille, c'est un Lyme, il n'y a pas d'autre diagnostic possible, ça s'appelle le lymphocytome borrélien. Alors quelquefois, c'est au niveau du mamelon, du scrotum, enfin c'est plus, on le voit moins facilement. Alors faites attention aussi parce que quand vous allez voir un dermatologue avec un érythème migrant, ce lymphocytome de l'oreille, le dermatologue qui ne connaît pas trop Lyme, il dit « Oh, je ne sais pas ce que c'est, on va faire une biopsie ». Une biopsie, c'est un petit prélèvement pour analyser au microscope. Alors là, il ne faut surtout pas faire ça parce que très souvent, vous avez un diagnostic de cancer de la peau, de ce qu'on appelle de lymphome. Et moi, j'ai vu des gens, mais dans des grands CHU parisiens, envoyés en chimiothérapie pour des Lyme. Et qu'on rechute après, qu'on guérit par les antibiotiques. Je ne blague pas du tout, hein, c'est absolument affolant. Le déni sur cette maladie fait que les médecins font n'importe quoi de temps en temps. Alors ça c'est pareil, si vous avez voyez des jambes comme ça ne peut pas être autre chose que Lyme, ça s'appelle l'acrodermatite chronique atrophiante, ou syndrome de Pirk-Alzheimer. Quand il y a ça, c'est Lyme à 100%, il n'y a pas d'autre diagnostic possible. La peau parcheminée avec des varicosités. Alors, je ne vais pas vous faire un cours médical sur Lyme, c'est juste pour dire que le Lyme, on l'appelle aujourd'hui la nouvelle grande simulatrice. C'était donc on a donné la syphilis autrefois, parce que la bactérie de la syphilis est assez proche de celle de la maladie de Lyme, sauf que la syphilis c'est la transmission sexuelle. Et la grosse différence, c'est que le tréponème de la syphilis n'a pas tout l'armada génétique pour s'adapter à tous les changements de situation, est très fragile aux antibiotiques. Donc si vous donnez 15 jours de pénicilline à une syphilis, la bactérie est morte et la syphilis ne continue pas d'évoluer. Ce n'est pas du tout le cas dans le Lyme où la bactérie va échapper à la pénicilline et persister. Mais ce qui était connu parce que maintenant la syphilis a quasiment disparu en population générale, elle est encore présente dans quelques groupes à risque. On l'appelait avant la grande simulatrice parce qu'elle simulait toutes les maladies de la Terre, toutes les maladies neurologiques, les démences, les problèmes cardiaques, cutanés. Ça pouvait donner des tableaux qui ressemblaient à de l'eczéma, du psoriasis, des problèmes articulaires, psychiatriques. C'est pour ça qu'à l'époque, la sérologie syphilitique, moi quand j'étais interne ou jeune assistant, elle était systématique. Même si vous veniez à l'hôpital pour un corps au pied à l'époque, on vous faisait un test syphilitique si vous vous mariez avant la grossesse, avant l'accouchement, etc. Parce que ça pouvait donner tout et n'importe quoi. Donc on avait classé la syphilis en stade primaire qui était l'inoculation. Alors pour la syphilis, c'était le chancre ou
par la contamination sexuelle, ce n'était pas la piqûre de tique. Puis après, le stade secondaire, c'était la maladie qui durait quelques jours, semaines ou mois. Puis le stade tertiaire, c'était les gens qui avaient des syphilis chroniques. Ben on a fait la classification chronologique de la même façon pour Lyme. Alors le Lyme, ça peut donner quoi? Ça peut donner simplement une grande fatigue, des gens qui étaient en pleine forme, sportifs, qui marchaient à 100 à l'heure dans la vie, puis un jour ils vont se promener en forêt, puis ils deviennent des légumes, et ils ne savent pas pourquoi, ils sont fatigués, ils ont mal partout. Et ce qui peut être assez caractéristique, c'est les douleurs qui changent d'endroit régulièrement. Ce n'est pas toujours, mais c'est assez fréquent. Alors, quand on dit oui, mais le Lyme, c'est psychologique, souvent les signes sont objectifs, c'est-à-dire que le médecin, la famille peut les observer. Quand il y a des problèmes cutanés, visibles, des problèmes neurologiques, ophtalmologiques qui peuvent être constatés par un neurologue, un ophtalmo, psychiatriques, articulaires, musculaires, osseux, etc. Et ce qui est aussi très source de confusion pour les médecins, c'est que ça peut simuler toutes les maladies auto-immunes de la Terre. Ça peut simuler un lupus, une sclérose en plaques, une polyarthrite rhumatoïde, tout ce qu'on veut. Donc c'est assez difficile. Ça ne veut pas dire que toutes les scléroses en plaques sont des Lyme, mais il y a des tableaux typiques de sclérose en plaques qui sont des Lyme qui peuvent guérir avec antibiotiques. Donc, si vous dites ça à un neurologue, il vous dit non, mais c'est n'importe quoi. Pourtant, il y a des publications, il y a des tas de publications qui montrent que des malades avec des maladies chroniques ont guéri avec des antibiotiques et souvent avec de l'hydroxychloroquine, on y reviendra. C'est ce médicament très dangereux, là. C'est celui que je prescris le plus depuis 30 ans. J'ai encore tué personne. Alors, quand on parle de Lyme, on y reviendra. Quand toutes ces personnes qui ont des maladies chroniques, quelles qu'elles soient, dues à des microbes, c'est pas collaborer. On a focalisé sur ce nom de Lyme parce que c'était tellement médiatisé, il y a des milliers de publications médicales là-dessus que tout le monde parle Lyme. Et quand vous souffrez de maladies comme ça, c'est pas que Lyme. On sait, j'y reviendrai plus tard, qu'il y a d'autres infections, souvent inoculées par les tiques, mais pas que. Quelquefois, il y a des germes qu'on attrape par voie respiratoire, sexuelle, digestive ou autre. Et ce qu'on appelle maintenant les crypto-infections, il n'y avait pas que la crypto-monnaie, hein, c'est des infections inapparentes. C'est-à-dire qu'on héberge tous, on le sait, des microbes. Hein. Vous savez qu'en France, la majorité de la population est toxoplus. Vous avez du toxoplasme. Si vous avez mangé de la viande crue ou pas très cuite quand vous étiez petit, ben, le toxoplasme, il est vivant. Toute votre vie, il se balade dans le cerveau, dans les muscles, il fait des cycles. Peut-être que quand vous avez la migraine, de temps en temps, c'est votre toxo qui se réveille. Voilà, on héberge des virus toute sa vie, on héberge plein de trucs. C'est pas pour ça qu'on est... D'ailleurs, c'est peut-être très bien qu'on ait plein de microbes. Ils nous aident aussi peut-être à nous maintenir en vie, mais il y en a qui sont plus méchants de temps en temps, qui se réveillent. Alors, il ne faut pas non plus trop s'inquiéter en population générale sur Lyme, mais heureusement, il y a beaucoup de gens qui font des formes inapparentes, des formes bénignes. Il y a des gens qui ont été piqués par une tique, il y en a qui ont guéri tout seuls parce que leur système immunitaire a pris le dessus. Voilà. Il y en a qui ont été voir leur médecin qui leur donne un peu d'antibiotiques, c'est rentré dans l'ordre, ils n'ont pas rechuté, ben, tant mieux, mais ça, heureusement, c'est fréquent. Les formes inapparentes, vous n'avez aucun symptôme, mais vous, par hasard, quand on fait les tests, on voit que vous êtes porteur de la bactérie. Mais si vous n'êtes pas malade, il n'y a même pas besoin de vous traiter, si vous allez bien. Il faut juste être méfiant parce que si un jour vous avez un grand stress ou une autre infection qui vient réveiller tout ça, les bactéries peuvent se réveiller, ça peut arriver. Alors malheureusement, c'est surtout pour ça qu'on se motive, c'est qu'il y a des formes très sévères. Il y a des gens qui sont handicapés, quelquefois handicapés à vie. Moi, j'ai des gens qui étaient paralysés depuis des années. On a traité de fous. C'est une paralysie hystérique. Moi, j'en ai guéri. Stéphane en a guéri. On en a tous guéri. Ça fait quelquefois l'objet de livres, de passages à la télévision, dans les autorités. Silence radio, le centre de référence de Strasbourg, silence radio, ça n'existe pas. C'est l'effet gourou. Vous voyez, j'impose les mains. Lève-toi et marche, ça marche à tous les coups. Il ne faut pas délirer. Alors, heureusement, le Lyme est rarement mortel, en tout cas à court terme, mais il y a des formes mortelles aiguës. Moi, j'ai rencontré un chirurgien américain qui avait fait un Lyme aigu, certainement en transplantation cardiaque. Il y a des gens qui sont morts de formes... C'était surtout le cœur qui tue, ou quelquefois des formes neurologiques très sévères. Heureusement, il n'y a pas beaucoup de formes mortelles à court terme, mais c'est beaucoup plus une mort à petit feu, parce que vous pouvez décliner pendant des mois, des années.
Puis comme le médecin ne comprend rien, il envoie à l'hôpital qui ne comprend rien, le psychiatre ne comprend rien, la famille ne comprend rien. Et finalement, quand la famille est aidante et le médecin traitant, c'est génial parce que ceux qui sont très importants pour soutenir le malade, quand le médecin est complètement formaté par le centre de référence de Strasbourg, par le ministère de la Santé, qui dit cette maladie n'existe pas, c'est dans votre tête, qu'il convainc le conjoint et les enfants, tout ça, c'est terrible. Les gens, il y en a, j'en connais qui sont suicidés ou qui m'ont dit qu'ils étaient au bord du suicide parce qu'ils m'ont dit le regard de mon entourage est encore plus dur que ma maladie. Et il y a beaucoup de suicides de la maladie de Lyme. Hein. Ça n'a pas été étudié de façon précise, mais il y a eu des études aux États-Unis. Maintenant, il y a beaucoup de suicides dus au Covid, mais bon, ça se rajoute au Lyme. Hein. Et puis voilà, le suicide, j'en parlais là. Alors, pourquoi les détracteurs disent non, mais c'est pas Lyme, c'est des bêtises. C'est parce que comme c'est volontaire, il faut savoir que la maladie de Lyme a été découverte à la fin des années 70. Elle existait, les borrélias existaient depuis la nuit des temps, mais elles ont été trafiquées par les militaires dans différents pays. Volontairement, ils n'ont pas mis au point des bons tests diagnostiques. Et qui le dit lui-même? C'est Willy Burgdorfer, l'inventeur, parce qu'il a eu l'air mort. Il a quand même fait une fois une interview, il a expliqué tout ça. Donc volontairement, vous ne faites pas des tests fiables. La sérologie de Lyme est archi nulle et dépiste 5% des malades pour que vous ne puissiez pas venir vous plaindre aux autorités que vous avez Lyme. Comme ça, on peut vous dire dégagez, c'est pas Lyme. Donc vous avez la fatigue chronique. Alors, la fibromyalgie, c'est le diagnostic poubelle des internistes, des rhumatologues. Quand ils ne savent pas ce que vous avez, vous ne rentrez pas dans la case d'une maladie auto-immune bien précise. Vous avez la fibromyalgie. Bon, bonne chance. On vous donne des antalgiques. Des antidépresseurs, mais vous n'êtes pas du tout déprimé, mais on vous donne des antidépresseurs, et puis voilà, on vous laisse crever à petit feu, perdre votre boulot. Après, vous coûtez très cher à la société, parce que vous faites plein de bilans tout le temps, perdez votre emploi. Les maladies auto-immunes, j'en ai parlé. Les maladies dégénératives, il y a des cas tout à fait publiés, même des études scientifiques qui montrent qu'il y a certains cas d'Alzheimer qui sont dus à des Lyme chroniques. Même des scléroses latérales amyotrophiques. Alors malheureusement, toutes les scléroses latérales amyotrophiques ne guérissent pas avec les antibiotiques, puis il y en a, c'est pas du tout Lyme, mais il y en a qui ont guéri. J'en ai connu, j'ai serré la main de gens qui étaient condamnés à mort et qui ont survécu. Et puis tous ces syndromes inexpliqués, des névralgies, méningites, encéphalite, paralysie, dépression, rhumatisme, et tout ce qu'on veut. Donc c'est vrai que moi je jette pas la pierre aux pauvres médecins traitants parce que ça part tellement dans tous les sens que si vous demandez, vous êtes dans la salle, qui a mal au genou, qui a mal à la tête, qui est fatigué, il y a toute la salle qui se lève et c'est pas tout le monde n'a pas Lyme. Alors en plus des histoires militaires un peu qui n'ont pas créé le problème mais qui l'ont aggravé nettement au cours des dernières décennies, il y a une modification écologique, il y a le réchauffement climatique, il y a contrairement à ce qu'on croit dans les pays en Amérique du Nord, en Europe, la surface des forêts s'étend plus tôt, il y a moins de chasseurs, il y a plus d'animaux sauvages. Puis même les gens des villes vont souvent faire des treks dans la nature, du camping, donc il y a un rapprochement et une augmentation de la densité des tiques. Alors, je ne sais pas si Nicolas confirmera, mais moi j'ai discuté avec beaucoup de forestiers à droite à gauche. Ils me disaient, quand j'ai commencé, des forestiers qui étaient quasiment à la retraite, qui me disaient, moi quand j'ai commencé, que j'avais 20 ans, des tiques j'en voyais de temps en temps, mais enfin bon, j'étais piqué une fois ou deux par an. Maintenant je mets un doigt de pied dans la forêt, j'ai 20 tiques sur moi. Peut-être pas partout, mais c'est maintenant, ça semble assez sérieux comme problème, et c'est décrit maintenant dans le monde entier, l'explosion des tiques. Je pense que c'est aussi le résultat de ces manipulations génétiques qu'il y a eu sur les tiques il y a pas mal d'années. Alors là, bon, ça c'était un article qui date de 2018. Moi, je ne suis pas un lecteur du Chasseur français, mais c'était pour vous montrer qu'il y a aussi, ça peut jouer dans l'histoire, la disparition progressive de beaucoup d'animaux prédateurs des tiques. Parce qu'on sait qu'il y a des espèces d'oiseaux qui disparaissent avec tous les pesticides, et des reptiles. On voit de moins en moins de grenouilles, de serpents, les coccinelles, etc. Et donc, les tiques ont moins de prédateurs aujourd'hui. Alors, la mauvaise sensibilité des sérologies pour la maladie de Lyme, c'est un fait
totalement établi sur le plan scientifique, mais qui est totalement dénié. Faites un essai, vous appelez demain le centre de référence du Lyme à Strasbourg. Vous demandez, voilà, on m'a dit que j'avais la maladie Lyme, la sérologie est négative. On vous dit, mais monsieur, madame, vous délirez, ça n'existe pas. C'est des gens qui ne savent pas lire, je suis désolé, mais même le Haut Conseil de la santé publique en 2014 l'avait reconnu, que beaucoup de tests n'étaient pas fiables. Et il avait déjà recommandé à l'époque, puisque les tests ne sont pas fiables, comment on peut savoir? Vous faites un traitement antibiotique d'épreuve, si les gens vont mieux, ça ne veut pas dire que c'est Borrelia forcément, mais c'est qu'il y a un problème bactérien. Le CDC européen, qui est le Centre de surveillance des maladies européen, a mis en garde aussi dans un rapport très complet en 2016 sur les soi-disant très bons résultats des sérologies de Lyme qui étaient annoncés par les études, les sociétés savantes, les gouvernements, les fabricants. Mais il disait qu'en fait, toutes ces études étaient très mal faites, que les populations sur lesquelles on avait fait ça étaient très mal définies. Ça me rappelle un peu Covid, mais il ne faut pas le dire. Bon. L'existence de biais et qu'il fallait confronter la sérologie à la clinique, ce qui n'a pas été fait. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont demandé des sous pour faire ces études. On leur a toujours refusé les financements, y compris à moi, en disant non, on ne finance pas une maladie imaginaire. Puis après on dit oui, mais alors Perron, il dit ça, mais il n'a pas fait d'études. Oui, mais j'ai demandé les sous, on ne m'a pas donné. C'est facile quand on veut casser une maladie. Et alors, en jargon médical, il y a beaucoup de gens qui publient des études. Il y a des chercheurs qui font ce qu'on appelle des méta-analyses. Une méta-analyse, c'est quelqu'un qui lit tout, qui se met derrière un ordinateur, qui met des critères d'évaluation, qui essaie de faire la synthèse de tout ce qui est publié dans le monde sur un sujet. Et donc, il y a Michael Cook, qui est alors lui, il n'est pas médecin, mais c'est un super mathématicien anglais que je connais, avec des gens de l'Imperial College à Londres, qui avaient regroupé tous les tests sérologiques. Il avait montré que finalement, la sensibilité moyenne, elle était de l'ordre de 50%, ce qui n'était pas du tout les 95% qu'on vous annonce au ministère de la Santé. Alors voilà, Willy Burgdorfer, c'est le gars qui est un Suisse-Allemand qui a travaillé pour l'armée américaine aux États-Unis, qui est mort il y a quelques années, et qui a eu des remords à la fin de sa carrière, parce que quand il a vu que après l'armée américaine, puis le gouvernement américain disait que le Lyme n'existait pas parce qu'il ne voulait pas être emmerdé avec tous les malades qu'ils avaient sur le dos, puis ils avaient déclenché une énorme épidémie. En 2007, vous pouvez trouver cette interview, je pense qu'elle est encore sur YouTube. Elle est en anglais, mais peut-être qu'il y a des versions sous-titrées. Elle est remarquable parce qu'il balance pas mal. Et encore, je le raconte dans mon livre, ça j'ai fait un livre sur la maladie de Lyme, mais je raconte comment ça s'est passé, que les journalistes qui voulaient l'interviewer avaient une interdiction du NIH. Le NIH, c'est l'équivalent de l'INSERM américain. Non, on n'a pas le droit d'interviewer les experts du Lyme. Ah bon, pourquoi c'est dangereux de les interviewer? Alors, de façon semi-clandestine, ils ont essayé de l'interviewer, mais ils ont été suivis. Il y a un grand dirigeant du NIH qui était présent, qui a dit Willy n'a pas le droit de tout vous dire, je vais assister. Et Willy, d'ailleurs, a fait l'aveu à la fin de son interview. Je n'ai pas pu tout vous dire parce qu'il était très menacé. Lui-même, vous pouvez le constater sur l'interview, il dit c'est une affaire honteuse, la raison est politique. L'argent va depuis 30 ans à ceux qui produisent toujours la même chose, c'est-à-dire rien. Il parlait de ses collègues qui avaient mis au point la sérologie. Et la technique des sérologies doit être revue de fond en comble par des gens qui n'écrivent pas les résultats avant d'avoir fait les recherches. Parce que je dénonce ça depuis des années. J'ai la preuve qu'on a bloqué la sérologie pour ne pas dépister plus de 5% des gens. Je l'ai publié. On n'a jamais apporté une seule explication contraire. On a juste dit Perron dit n'importe quoi. J'ai l'habitude, ça, je dis n'importe quoi depuis des années. Alors le problème, c'est que pas tout coller sur le dos du Lyme. Si vous avez une maladie Lyme, peut-être vous avez la Borrelia, vous avez peut-être d'autres germes. C'est ce qu'on appelle les crypto-infections. Et ce qui est triste de voir aujourd'hui, c'est pas triste, c'est très bien. Les biologistes vétérinaires, ou même les médecins vétérinaires, sont beaucoup plus au fait de toute cette variété de microbes chez les animaux que nos médecins humains. Parce qu'en médecine humaine, on est resté cantonné aux maladies qu'on connaît bien depuis un siècle. Et personne n'a l'idée de mettre des tests diagnostiques au point pour chercher des nouvelles bestioles, parce qu'on ne les connaît pas. Donc, comme disent des éminents collègues qui font la loi partout auprès du ministère, ça ne sert à rien de chercher quelque chose qu'on ne connaît pas, parce que si on ne le connaît pas déjà, c'est que ça n'existe pas. C'est la définition de la recherche selon certains grands esprits. Donc, pourtant, c'est qu'il y a des dizaines d'autres espèces de Borrelia qui peuvent donner des syndromes très proches.
notamment la fameuse Borrelia Miyamoto, qui a un nom japonais parce qu'elle avait été décrite chez des rongeurs au Japon il y a 20 ans. Puis ils disaient non, c'est des bêtises, ça n'existe pas chez l'homme. Puis on en a trouvé en Europe, y compris chez des humains, et nous on a même publié une série là-dessus. Et quand j'avais appelé à l'époque le centre de référence de Strasbourg, j'avais appelé Jolac, mais pourquoi tu ne recherches pas, tu ne mets pas au point des tests pour Borrelia Miyamoto? On en a trouvé en Hollande, aux États-Unis, dans je ne sais plus quel autre pays européen. Il m'a dit non, parce que si c'était vraiment un problème, ça se saurait. Bon, d'accord. Alors, on trouve d'autres bactéries, je ne vous mets pas tous les noms latins, et des parasites. Babesia, ça c'est des pyroplastes qui sont transmises par les tiques. Et Theileria n'était pas connu chez l'homme. Et grâce à une étude qu'on a faite avec un vétérinaire lyonnais, on s'est aperçu que chez les gens piqués par les tiques, c'était un des principaux microbes qu'on trouvait. Et on sait que Theileria a un potentiel c'était montré in vitro à la piquée salpêtrière à l'INSERM, que quand on met des Theileria au laboratoire sur des cellules humaines, elles deviennent cancéreuses, et que si on enlève Theileria, elles deviennent normales. Donc, c'est pas le seul agent du cancer, mais ça peut être un agent cancérigène. Tout ça est à confirmer, mais ce monde est passionnant et malheureusement, à cause de ces foutues histoires militaires politiques de corruption, ça fait 30 ans qu'on n'a pas le droit d'avancer, qu'on n'a pas le droit de mettre au point des tests diagnostiques sur tous ces germes. C'est un scandale absolument énorme. Parce que pendant ce temps-là, les gens souffrent et ils se foutent totalement de la santé publique, je peux vous dire, ou de la souffrance des gens. On le voit avec le Covid. Alors, comme les tests diagnostiques ne sont pas fiables ou inexistants, la solution facile, c'est tout le monde en psychiatrie. On dit c'est conversion hystérique, on dit c'est dépression. Alors, dans la dépression du Lyme, il y a deux types de dépression. Soit vous êtes en pleine forme, vous allez courir dans la forêt et tout, puis 15 jours après, si vous ne comprenez pas, alors que vous êtes bien dans votre famille, dans votre couple, vos enfants sont heureux, votre boulot marche très bien, il n'y a aucune raison de déprimer. Du jour au lendemain, vous mettez à déprimer, quelquefois après un petit épisode neurologique méningé qui est un peu passé inaperçu. Ça, c'est la vraie dépression due au fait que la borrélia envahit votre cerveau, elle vous provoque une maladie neuropsychiatrique. Alors souvent, ça réagit très bien aux antibiotiques, avec la limite que ça peut vous aggraver au début, donc il faut être prudent dans le traitement, parce que tout traitement qui marche bien peut aggraver au début. Et il ne faut pas le confondre avec la dépression réactionnelle, qui est peut-être beaucoup plus fréquente. C'est des gens qui ont des mois, des années de galère. Ils ont vu 50 médecins, tout le monde leur a dit c'est dans votre tête, ils ne peuvent plus vivre normalement. Un peu ce qu'a vécu Nicolas, mais peut-être il y en a d'autres qui ont vécu pire que lui. Et à force d'être rejetés, ils finissent par déprimer parce qu'ils en ont ras-le-bol, ils veulent se foutre en l'air en disant à quoi bon vivre, personne ne m'écoute, moi je souffre le martyre, mon médecin dit que... Le drame de ces malades, c'est que la fatigue et la douleur, ça ne se mesure pas avec un appareil. Et maintenant, tous les médecins, encore pire, les jeunes, les jeunes, je suis effaré, c'est encore pire que les anciens ils écoutaient encore leurs malades. Maintenant, les jeunes, s'il n'y a pas un résultat écrit sur un papier, un résultat de test, comme test Borrelia n'est jamais positif, déjà c'est pas la borréliose, et puis j'ai mal partout, ça c'est dans votre tête, je suis fatigué, ça c'est dans votre tête. Voilà, donc on ne les écoute pas. Alors il y a des troubles, ça s'appelle des psychoses. Le syndrome de Munchausen, j'en ai vu des Munchausen, c'est rarissime, j'en ai vu 10 dans ma carrière en 40 ans, ou peut-être 20 grand maximum, c'est des gens qui s'autodétruisent en s'inoculant des cochonneries, des microbes. Et ça n'a rien à voir avec la maladie de Lyme, mais on met cette étiquette. Alors, le nouveau truc qui est sorti il y a quelques années, c'est le syndrome de Munchausen par procuration. C'est-à-dire quand un gamin est en train de se laisser mourir, qu'il devient paralysé ou qu'il ne peut plus vivre normalement, les pédopsychiatres accusent les parents d'être responsables. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de nuisance quelquefois des parents contre les enfants, c'est ça. Il faut discerner, mais alors là, c'est le diagnostic qui va... Et le nombre de fois, on demande aux juges de séparer d'office les enfants des parents. Moi, j'ai réussi à en sauver quelques-uns, à guérir les gamins, mais si je n'avais pas été là sur leur parcours, ils seraient morts en hôpital psychiatrique, les pauvres gamins. Alors, on voit que cette sérologie était mal calibrée, elle est difficile à calibrer. Donc l'idéal, ce serait de trouver directement le germe à partir du sang ou d'autres organes. Alors maintenant, avant, il y a
il y a 3 ans, quand je disais PCR comme ça aux gens dans le grand public, PCR, c'est pas ce que c'était, mais avec le Covid, vous savez bien ce que c'est que la PCR, sauf que là, on ne vous fout pas une tringle à rideau dans le nez pour vous détruire le cerveau. J'ai jamais compris ça. Le coronavirus, quand il est dans le nez ou il est dans la salive, il est même à 1,5 centimètre de l'orifice du nez, mais c'est volontaire, hein, c'est pour vous démolir la lame criblée de l'ethmoïde, hein, c'est pour... parce qu'il n'y a aucune raison d'enfoncer. J'arrive pas à comprendre que des infirmiers, des médecins, des pharmaciens qui vous font le test avec sadisme, vous enfoncent ça jusqu'au bout, ils pourraient juste en mettre un tout petit peu dans le nez, il y aurait exactement le même résultat. Il y a une volonté politique. Vous avez vu le nombre de gens autour de vous qui, après le test, avaient mal à la tête, des sinusites, étaient très mal en point avec de la fièvre et des symptômes. C'est assez impressionnant. C'était juste un test diagnostique, théoriquement. Voilà. Alors, le problème des PCR dans le Lyme et les co-infections, c'est qu'il y a un manque de sensibilité. C'est l'inverse du Covid, où tout le monde est positif, même si vous n'avez pas le Covid. Là, c'est l'inverse. Et puis, il y a le séquençage à haut débit. C'est des techniques, je ne vais pas rentrer là-dedans, d'essayer d'amplifier des séquences d'acides nucléiques. Pour l'instant, c'est trop sensible parce qu'on amplifie n'importe quel microbe qui vole dans l'air et on n'arrive pas à faire un diagnostic. Je ne vais pas rentrer trop dans ce détail. Mais ce que je trouve très dommage aujourd'hui, c'est qu'on n'encourage pas la collaboration entre les labos vétérinaires et les labos humains. Pourtant, l'OMS, il y a quelques années, a lancé le concept d'une seule santé, en anglais One Health. Les animaux et les humains partagent le même environnement, y compris microbiens, et c'est exactement les mêmes microbes chez l'animal, chez l'homme. Tous ne passent pas de l'un à l'autre, mais il y a quand même beaucoup qui passent. Et les tests diagnostiques, c'est les mêmes. Si vous faites une PCR chez un singe, un cochon, un raton laveur, c'est la même que chez un humain. Mais malheureusement, les quelques labos vétérinaires qui sont risqués à faire ça, menacés de radiation par le Conseil de l'ordre des médecins, menacés de radiation par l'Agence du médicament, vous n'avez pas le droit de faire de recherche dans la maladie de Lyme et les crypto-infections, c'est comme ça. Alors, cette PCR qu'on appelle aussi amplification génique, je vais en dire un petit mot parce qu'on a des résultats très intéressants quand on arrive à faire un peu de recherche, qui est compliqué. C'est que tant que ce n'est pas standardisé, la PCR est reconnue par toutes les sociétés savantes et toutes les autorités. Chacun bricole sa PCR maison dans son labo. Ça a été comme ça dans toutes les PCR depuis le début. Puis après, un jour, il y a pour la PCR VIH, et chaque labo faisait sa petite PCR. Puis un jour, les gros labos pharmaceutiques comme Roche ou d'autres labos de diagnostic ont racheté pour quelques centaines de millions les brevets des différents petits labos. Puis on fait un gros test standardisé qu'ils ont imposé à tout le monde. Alors ça a permis de faire des progrès dans certains domaines. Mais là, il n'y a jamais eu la volonté politique d'harmoniser une PCR, parce qu'ils ne veulent pas qu'on diagnostique la maladie, donc on ne fait pas. Alors, les résultats sont assez variés, parce qu'il y a des techniques très différentes qui n'ont pas été bien validées d'un labo à l'autre, d'un pays à l'autre. Les matrices sont variées. Alors, matrice, en termes de PCR, ça veut dire l'organe où vous faites le prélèvement. La matrice, ça peut être le sang, les urines, la salive, voilà. La sensibilité, comme je disais, pas très bonne, parce que les Borrelia, se planquent. Même Willy Burgdorfer, qui avait découvert ou même un peu fabriqué Borrelia burgdorferi, l'avait dit dans une interview, ma bactérie, elle est très difficile à trouver dans le sang, mais donnez-moi un morceau de cerveau, je vous la trouve. Mais moi, je n'ai pas encore osé faire des biopsies cérébrales à mes malades. Donc, ce qui est important quand on compare ces techniques, il faut des études comparatives de standardisation. Ce n'est pas trop compliqué à faire. Vous me donnez quelques millions d'euros. Moi, je vous fais ça avec quelques collègues, les doigts dans le nez, mais on n'a pas le droit de financer ça. Voilà. Alors, je vous présente là les résultats d'une étude justement où Muriel Manon-Blanc, que cette excellente médecin de Besançon, avait participé avec d'autres collègues. Le titre est en anglais, mais c'est des PCR pour le diagnostic des crypto-infections chez des patients qui avaient un syndrome PTLDS, c'est le Post-Treatment Lyme Disease Syndrome, le traitement, la persistance d'un syndrome chronique après le traitement de la maladie de Lyme, qui est souvent court, en comparant les différentes matrices, c'est-à-dire le sang veineux, le sang capillaire, l'urine et la salive. Alors, brièvement, c'était financé par le groupe Ramsay Santé à Bourg-en-Bresse et Bionops. Parce que sinon, on n'a aucun sou du gouvernement pour le Lyme, je vous rassure, ni des grands labos pharmaceutiques.
Donc c'est une très grosse étude, hein, c'était une première mondiale, personne n'en a parlé, mais c'est pas grave. PCR réalisé pour 18 bactéries, un champignon qui est candidat, 2 parasites, dont j'ai parlé tout à l'heure, Babesia et Theileria, et 13 virus, chez les patients qui souffrent de ce qu'on appelle le SPPT, qui a été reconnu par la Haute Autorité de Santé, même si la plupart des médecins vous disent non, le SPPT, ça n'existe pas, c'est des bêtises. C'est le syndrome persistant polymorphe après piqûre de tique. C'est un nom un peu compliqué, c'était pour arriver à mettre sous un acronyme tous ces malades qu'on ne sait pas trop où classer. Et en anglais, c'est en américain le Post-Treatment Lyme Disease Syndrome. Et pour être inclus, pour faire la recherche de germes, on demandait aux patients de ne pas avoir eu du tout de traitement depuis au moins 2 mois, y compris de la phytothérapie qui peut être très active. Parce que si on fait la recherche alors qu'ils ont pris des traitements quelques jours avant, on ne va rien trouver. Et là, ce qui était tout à fait innovant, parce qu'on avait déjà fait une étude, on avait recherché que dans le sang veineux. Et quand vous cherchez une Borrelia dans une grosse veine du pli du coude, c'est comme chercher une sardine avec votre canne à pêche au milieu du Saint-Laurent. Il y a tellement de fluide, vous ne trouvez rien en général aussi, c'est rare. Le sang capillaire, on prenait une petite lancette comme pour faire un test de glycémie chez les diabétiques au bout du doigt, une goutte de sang. Urine, ça c'est facile, et la salive. Et on faisait les prélèvements en double le premier jour et à J3. Alors, les résultats, bon là je suis en anglais, mais c'est facile à comprendre. Les résultats de la PCR pour les bactéries est candidat dans toutes les matrices. Et vous voyez les germes qui sortaient à haute fréquence, à plus de 29%, c'était mycoplasme. C'est énorme. Alors, mycoplasme, ça ne veut pas dire que vous êtes malade du mycoplasme. Le mycoplasme, c'est une bactérie de l'environnement, vous pouvez être contaminé sans être malade. Candida, Rickettsia. Et Rickettsia, c'est quand même un chiffre très important. Après, modérément contaminant, il y a entre 6 et 12%. Il y avait Bartonella, donc c'est le groupe de Bartonella SPP en langage microbiologique, c'est-à-dire les Bartonella, quelle que soit l'espèce, regroupée en tant que genre Bartonella. Après, il y a Bartonella ensele, Garini, Ehrlichia, Chlamydia. Donc, vous voyez, le Bartonella, c'est 12%, 11%. Donc, il ne faut pas croire que ces syndromes, c'est dû que à la Borrelia, la maladie de Lyme. En fait, moi, je suis convaincu qu'on a focalisé sur la maladie de Lyme pour des raisons médiatiques, politiques et tout ce qu'on veut, mais qu'il y a beaucoup d'autres germes à rechercher. On n'a pas le droit de les rechercher, je vous rassure, hein, parce que sinon, on avancerait beaucoup en infectiologie si on avait le droit de faire les choses. Mais ça n'intéresse pas l'industrie pharmaceutique, parce qu'expliquer que les maladies chroniques, on peut les guérir en quelques semaines ou quelques mois d'antibiotiques et de plaquenil, alors que les maladies chroniques, ils vendent leurs produits 2 000 € par mois de vitam aeternam, plus les antidépresseurs, les antalgiques, etc. C'est pas du tout rentable. Et maintenant, toute la médecine, les grands journaux, c'est Big Pharma. Il n'y a plus d'autres solutions. Hein. C'est malheureux. On le voit avec le Covid. Alors, ce qu'on trouve à basse fréquence, moins de 2%, Bruxelles, c'est la Brucella, c'est la brucellose qu'on voyait dans les campagnes autrefois, qui a presque disparu, mais on la revoit un petit peu. Bartonelle, il y a des Bartonelles, c'est une autre Bartonelle de la maladie du greffe du chat, mais bon, je ne vais pas rentrer dans tous les noms des germes, mais vous voyez que Borrelia burgdorferi, la maladie de Lyme, plus Afzellii, ouais, ça fait, les deux associés, ça fait 4%, c'est pas grand-chose. Coxiella burnetii, c'est la fièvre Q, etc. Voilà, dans cette série-là, on n'avait pas isolé Borrelia miyamotoi qu'on avait isolé dans une série précédente. Et justement, là, je présente l'étude qu'on avait publiée sur Borrelia miyamotoi, alors qu'à Strasbourg et les centres de référence Lyme en France, il n'y en a pas en France. Oui, il y en a dans d'autres pays, mais on est vigilant à la frontière, il n'y en a pas. On a trouvé quand même, sur 824 patients, il y en avait 5% qui étaient positifs pour Borrelia miyamotoi. Mais je vous rassure, hein, officiellement, c'est de la charlatanerie, ça n'existe pas. Il n'y a que le Covid qui existe. Hein. Et dans Pathotique 2, 105 patients testés. Là, on n'avait pas trouvé de Borrelia miyamotoi, mais vu les chiffres, c'était compatible avec les statistiques, on n'en trouve pas forcément dans cette étude. Alors, ce qui est impressionnant, c'est que jusqu'à présent, aucune étude dans le monde n'avait cherché Theileria chez l'homme. Moi, j'avais demandé à Michel Franck de penser à chercher, parce qu'on cherchait que Babesia dans les pyroplastes, parce que la babésiose est connue. Alors, les médecins
infectiologues, internistes ou autres en France ne reconnaissent que la babésiose aiguë chez les grands immunodéprimés qui ont perdu la rate dans un accident. Il y a des chimiothérapies très lourdes, on voit plein de babésias au microscope dans le sang. Mais toutes les babésioses chroniques, on ne les voit pas au microscope, n'existent pas, la sérologie n'est pas toujours fiable. Donc la babésiose, si vous nous appelez Strasbourg, ils vous disent non, ça n'existe pas, c'est rarissime, alors que bon, déjà il y en a 3%. Et le Theileria, c'est un cousin de babésia que je ne connaissais pas bien. Puis quand j'avais vu l'étude à l'INSERM que ça pouvait être un agent cancérigène sur les cellules humaines, je me suis dit, tiens, c'est curieux, on ne l'a jamais recherché chez l'homme. J'avais demandé à Michel Franck de rechercher, puis il ne l'avait pas pensé. Puis un jour, il m'appelle en me disant, tu sais, l'autre jour, j'ai fait un test pour une dame, je me suis trompé de kit, j'ai fait le kit cheval au lieu de faire le kit humain, et je vais trouver Theileria. Parce que la babésiose, la thélériose, est très connue des vétérinaires, très fréquente chez les chevaux. Et alors, du coup, ça fait tilt, il l'a rajouté dans cette étude, et vous voyez que ça ressort à presque 29%. C'est énorme. Et on ne sait pas ce que ça donne. Moi, c'est la seule étude pour l'instant qui montre ça, parce qu'on n'a pas le droit de rechercher Theileria chez l'homme, c'est interdit. Alors ça, les virus, bon, il y a eu tout le cytomégalovirus, le HHV6, tout ça, vous voyez que c'est pas très fréquent. Hein. Mais ceci dit, peut-être que dans certains échecs, on sait qu'il y a des virus qui peuvent peut-être intervenir. Je sais que Muriel Manon-Blanc de Besançon avait trouvé du virus West Nile, je crois, à la ponction Lambert, chez un malade qui avait une atteinte neurologique. Donc on peut en trouver, y compris en Franche-Comté. C'est dommage qu'elle n'ait pas pu être là aujourd'hui parce qu'elle avait une grosse expérience des microbes de la région. La sécrétion salivaire. Alors, la question qu'on peut se poser, parce que quand c'est dans le sang, dans l'urine, on peut se dire, bon, on est sûr que c'est un microbe qui est présent dans un organe fermé, c'est pas une contamination. La salive, bon, la bouche est ouverte, est-ce que ça vient de l'extérieur? Est-ce que ça vient vraiment de la profondeur? C'est une question qu'on peut se poser, je n'ai pas la solution. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des vraies maladies qui sont transmissibles par la salive, c'est-à-dire que ça vient du sang, ça passe à travers les glandes salivaires pour être excrété, comme la rage ou le virus d'Epstein-Barr qui est responsable de la mononucléose, c'est la fameuse maladie du baiser. Et la sécrétion par la salive nécessite la rupture de ce qu'on appelle les cellules acineuses qui sont à la surface des glandes salivaires. Donc, il est vraisemblable qu'une partie des germes qu'on trouve dans la salive viennent du sang, viennent de la profondeur. Mais pour l'instant, il faudrait d'autres études pour confirmer tout ça. On ne peut pas faire comme ça facilement une biopsie des glandes salivaires à quelqu'un qui n'est pas trop mal, qui a juste fatigué. Ce serait un petit peu barbare de faire ça, mais ça mériterait d'être creusé peut-être avec d'autres techniques. Donc finalement, tout ça, je résume pour vous dire que le scandale, c'est que les malades chroniques ne sont pas soignés. Il n'y a pas eu d'études comparatives d'un traitement vraiment prolongé. Un traitement prolongé, c'est minimum 4 mois, c'est pas les 3 semaines durant la recommandation, c'est totalement débile. Aux 3 semaines, vous ne voyez rien. Puis ce qui me fait rire, c'est que c'est vrai qu'au début, les malades sont souvent aggravés. Les premiers jours, ça peut durer quelquefois plusieurs semaines avant d'aller mieux, parce que ça libère les toxines des bactéries, ils sont beaucoup plus mal qu'avant. Moi, je vois très souvent des malades, ils m'apportent leur dossier, j'étais hospitalisé dans tel hôpital, on m'a mis tel antibiotique. J'ai fait une forte poussée à la 3e semaine. Du coup, on m'a dit que c'était la preuve que c'était pas Lyme puisque ça s'aggravait. Donc, on les a mis dehors en disant allez voir votre psychiatre. Moi, si les gens s'aggravent au bout de 3 semaines, j'ai chic, c'est bon signe, c'est que ça marche. Mais il faut avoir l'expérience. Parce que j'ai entendu un grand infectiologue quand j'étais au groupe de la Haute Autorité de Santé qui disait que de toute sa carrière, il n'avait jamais vu un cas d'exacerbation. Pourtant, il soignait beaucoup de Lyme, hein, mais il n'avait jamais vu un seul cas d'exacerbation sous traitement. Moi, les 3/4 des malades, ils s'aggravent avant d'aller mieux. Donc, il y a une nécessité urgente de moyens, mais c'est urgent depuis des années et des années. Il n'y a jamais eu un saut de données. Contrairement là aux États-Unis, ils commencent à mettre beaucoup d'argent. Parce qu'aux États-Unis, la chasse aux sorcières, la condamnation des médecins s'est arrêtée depuis des années. En France, ça s'était calmé. Avec le directeur général de la santé précédent, Benoît Vallée, il avait topé avec le Conseil de l'ordre. Les médecins étaient laissés relativement tranquilles. Marisol Tourelle avait fait celle qui avait mis en place le plan Lyme à la Haute Autorité de Santé. Ça avançait, je faisais partie du groupe. Puis alors là, ça fait machine arrière tout. Donc moi, j'ai été viré, j'avais plus le droit d'être centre de référence. Les centres de référence actuels, c'est une honte. Ils touchent 300 000 € par an pour rien faire et pour envoyer les malades en psychiatrie. Et il y a je ne sais pas si ça a eu lieu, ça va avoir lieu prochainement. Il y a la grande fête des centres de référence à Strasbourg. Ils vont se faire de l'autosatisfaction.
c'est un scandale gigantesque, c'est pas normal. Normalement, dans le rapport de la Haute Autorité de Santé, les associations de malades et même les médecins Lyme, qui maintenant sont tous radiés, parce qu'avec le Covid, on profite du Covid pour radier tous les médecins Lyme, comme ça on n'en parle pas. C'est épouvantable ce qui se passe. L'attribution des fonds, la nomination des centres, le fonctionnement des centres devait être avec la participation d'associations de malades dans le comité de pilotage. C'était écrit, hein. Et puis tout ça, c'était mis à la poubelle. De toute façon, maintenant, on voit, de toute façon, on n'est plus en démocratie. Dans la santé, tout est décidé sans regarder les publications scientifiques. Il n'y a même plus de vote. Toutes les lois sont illégales. C'est comme ça. Alors, je ne vais pas vous faire le traitement juste en une diapo pour vous dire qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent marcher. Il y a beaucoup d'études publiées, les antibiotiques, mais aussi, curieusement, les antiparasitaires, les anti-champignons, quelquefois les anti-lépreux. La phytothérapie, c'est le traitement par les plantes, les huiles essentielles, a des effets remarquables chez beaucoup de patients. Moi, j'ai découvert ça il y a plus de 20 ans, j'y connaissais rien, j'ai appris ça avec les malades. Mais quand c'est pareil, comme une plante, c'est pas brevetable, aucun, même un fabricant de plantes ou de mélange de plantes qui vend ça, ce qu'on appelle complément alimentaire, il ne va pas financer des millions d'euros pour démontrer que son mélange est actif contre placebo, parce qu'il peut le faire. Il va publier que son mélange marche très bien. Mais après, s'il y a un petit futé qui rajoute un peu de persil et d'estragon, qui vend ça sous un autre nom, il va lui piquer la moitié du marché sans avoir dépensé un centime. Donc, ils ne sont pas fous. Donc, il n'y a aucune recherche. Et après, les autres disent « Ah ben oui, vous voyez, il n'y a pas de recherche. » Et on va persécuter les médecins qui, éventuellement, ont une grosse expérience, qui recommandent des plantes. Et pourtant, il y a beaucoup de publications scientifiques. Vous voyez, tout ce que je raconte, c'est sourcé. Hein. J'ai juste cité les noms des premiers auteurs et les années. Et puis, il ne faut pas se focaliser sur Lyme. Alors, si vous regardez la plupart des experts qui parlent à la télé du Lyme ne se focalisent que sur la Borrelia. Lyme, c'est que Borrelia, il ne faut pas regarder le reste. Pourquoi ils ne regardent pas? Parce qu'il ne faut pas chercher. Alors, la phytothérapie, ça c'est... Il y a des produits qui sont connus depuis très longtemps pour être des bons anti-infectieux. La propolis, qui est le produit des abeilles, ou le ginkgo biloba. Il y a eu des publications sur les pépins de pamplemousse dès 2007. Et puis la Ying Zhang, que j'ai bien connu. Alors maintenant, il est reparti en Chine. C'était un gars d'origine chinoise qui était professeur aux États-Unis. Un type très sympa qui a fait beaucoup de publications, qui a démontré comme ça l'efficacité de toutes ces plantes sur Borrelia. Mais là, je pense qu'ils ont peut-être l'ont poussé un petit peu dehors de l'université de Baltimore parce qu'il dérangeait un peu là. Alors, la maladie Lyme chronique, elle est archi-démontrée dans plein d'études et elle est toujours niée. Appelez Strasbourg, ils vont dire non, la maladie Lyme chronique, c'est un délire de quelques fous, ça n'existe pas. Pourtant, il est publié. Alors, je ne peux pas vous mettre toutes les références si vous les voulez, je peux vous les donner, mais le diaporama serait trop long. Mais on a démontré que même après 3 semaines d'antibiotiques, dans 16 à 62% des cas, on prouve que la Borrelia est toujours là. Chez l'animal, il y a des études et on peut même retrouver la bactérie par culture ou par PCR après les traitements. Donc vous voyez, il y a beaucoup de références scientifiques. Voilà, alors ça c'est un maire en Lorraine que je connais bien qui il y a quelques années s'est battu. Donc c'est important que les maires se mobilisent pour sensibiliser la population. Vous savez, quand j'ai été président du Haut Conseil de la santé publique sur les maladies infectieuses, à l'époque, c'était le cabinet du ministre, je ne sais plus lequel, qui avait dit tiens, on va faire quelque chose sur Lyme. Et moi, j'avais dit bon, si on s'attaque d'emblée au diagnostic, au traitement, c'est super polémique. Faisons déjà la prévention, comme ça tout le monde sera d'accord. Il y a un premier rapport que vous pouvez trouver sur Internet. Vous faites HCSP au Conseil santé publique 2010 sur la prévention de la maladie de Lyme. On avait travaillé avec l'INRA, l'Institut national de la recherche agronomique. Une très belle plaquette avec tout ce qu'il faut pour la prévention. Et j'avais vu, je crois que c'était le professeur Didier Houssin qui était le directeur général de la santé à l'époque. Je lui ai dit, écoute Didier, maintenant que le rapport est publié, parce que les gens ne savaient pas qu'il fallait chercher ça sur Internet du Haut Conseil, il fallait peut-être faire un peu de pub là-dessus, demander aux maires de mettre des affiches dans les forêts, ou d'envoyer des petits dépliants aux camps scouts, aux sportifs, aux professionnels de la nature, etc. Il va dire non, mais t'es fou, surtout pas. Ça va inquiéter la population, ça va faire fuir les touristes, alors qu'il y a des pays comme
dans les pays scandinaves, dans certains pays de l'Est, en Amérique du Nord. Aussi, attention, cette forêt, il y a beaucoup de tiques un peu dangereuses, prenez vos précautions. Et les touristes, ils y vont quand même, ils sont avertis, ils prennent les précautions, on leur dit comment se protéger. C'est ça la santé publique, c'est de nier, d'envoyer les gens sans leur dire qu'il y a un danger, mais c'est criminel. Et voilà, c'est comme ça aujourd'hui, on n'a pas le droit de faire de la vraie santé publique. On a le droit de vous faire peur avec le Covid, alors que le Covid est plus dangereux. Alors, sauf s'ils nous sortent un nouveau variant, ils sont capables de tout. Alors, la prévention des maladies à tiques, c'est important. Je vais finir sur cette prévention. Parce que moi, je suis amoureux de la nature, il faut continuer à aller dans la nature, simplement prenez des précautions. Alors, il y a des peaux qui attirent les tiques, d'autres qui n'attirent pas. Il y a des gens qui se promènent tout le temps en forêt, ils n'ont jamais de tiques, d'autres, à chaque fois qu'ils sortent, ils en ont 10. Il y a les répulsifs cutanés en spray que vous pouvez acheter en pharmacie, c'est les mêmes que pour les moustiques. J'ai cité quelques noms de marques, je ne fais pas de pub, mais si je ne mets pas les noms de marques, les gens ne voient pas de quoi il s'agit. Il y a des répulsifs naturels, et le citriodiol 30 a été validé déjà dans la conférence de consensus des infectiologues il y a plusieurs années. Il a même été cité dans le rapport de la Haute Autorité de Santé. C'est un mélange de citron vert et d'eucalyptus que vous passez en spray sur les parties découvertes. Et l'efficacité a été validée par un institut scientifique en Suisse. Après, il y a des répulsifs en huile essentielle. Alors, je cite Aroma Forest. Malheureusement, il n'y a pas eu d'études randomisées pour démontrer que ça marchait, mais beaucoup de gens l'utilisent. C'est des petites gouttes qu'on met sur la langue. Le curcuma. J'ai des témoignages de beaucoup de chasseurs, de forestiers qui disent quand ils prennent du curcuma avant d'aller en forêt, ils ne sont pas piqués, parce que le curcuma change l'odeur de la sueur. Après, alors, il y a les répulsifs pour vêtements, la permétrine, mais on imprègne aussi les moustiquaires avec ça, mais il ne faut pas en abuser, parce que si c'est une fois de temps en temps, il n'y a pas de problème. Mais si vous en mettez tous les jours pour des professionnels de la forêt, c'est un peu dangereux, c'est des produits chimiques, c'est comme les répulsifs chimiques, le DIT ou le 5 sur 5, on ne sait pas trop ce que ça fait à long terme, il faut l'éviter chez les jeunes enfants, les femmes enceintes, alors que les produits naturels, vous pouvez. Ne pas oublier de s'inspecter en rentrant de la forêt, alors on ne peut pas se regarder dans le dos, il faut regarder avec une glace, si possible se faire aider par quelqu'un. Et l'ablation rapide des tiques, il ne faut rien mettre dessus avant. Et quand vous l'enlevez, il faut toujours dévisser ou visser, ça marche dans les deux sens. Il faut tourner parce que la tique, le rostre, sa pointe rentre sous la peau. Il y a des petits harpons qui s'ouvrent. Et si vous tirez tout droit, ça casse. Et si ça casse, après, ça laisse plein de bactéries. C'est difficile à enlever. Donc si vous tournez, les petits harpons se replient, ça s'en va très facilement. Puis après, une fois que vous les avez retirés, là, vous pouvez mettre de l'alcool, un antiseptique cutané pendant plusieurs minutes pour bien désinfecter. Voilà, alors j'avais écrit un livre qui est toujours en vente et qui a toujours du succès, là, sur la maladie de Lyme, avec une deuxième édition actualisée en 2019, juste avant le Covid. Et puis là, c'est une version anglaise que j'ai publiée l'année d'après, qui s'appelle Crypto-infection, que vous pouvez trouver aussi chez Hammersmith. Voilà, je vous remercie.